Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire, c'est Daniel Bourg, fondateur et président de Général du Solaire, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes, pour parler des énergies renouvelables et du retard français dans le déploiement du photovoltaïque. Mais d'abord, pour ouvrir cette émission, je reçois Michel Salem Sermanet, le DG d'Efficacity, institut qui accompagne les collectivités dans leur transition. On va découvrir des quartiers bas carbone. Dans notre débat, on verra comment mieux intégrer l'économie circulaire dans la production. On va découvrir le concept d'Homo Circularus. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Susti, qui est une place de marché dédiée aux tissus d'ameublement haut de gamme. On est aussi dans l'économie circulaire, vous verrez. Voilà pour les titres, c'est parti pour une heure de Smart Impact tout de suite. L'invité de ce Smart Impact, c'est Michel Salem Sermanet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'Efficacity. C'est quoi Efficacity ? Alors, Efficacity est l'Institut français de recherche et d'innovation dédié à la transition énergétique des villes. Ouais. Il a été créé il y a un peu plus de 10 ans à l'initiative de l'État. Alors pourquoi c'est important d'avoir un institut dédié à cette problématique ? Je vais juste vous donner deux chiffres que je cite souvent. D'abord, pour atteindre les objectifs 2030, 40, 50 qu'on s'est fixés en termes de décarbonation, à l'échelle du pays, il faut réduire de 5% par an les émissions de gaz à effet de serre chaque année, pendant encore 25 ans, jusqu'à la neutralité carbone en 2050. Et ça veut dire qu'il faut doubler l'effort. On est plutôt à moins 2, moins 3%. Le deuxième chiffre, c'est 2 tiers. 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre en France proviennent des villes. Donc ça veut dire que décarboner la France nécessite de décarboner les villes. Ce n'est pas un problème parmi d'autres, c'est le problème central, ce qui nécessite de se doter de nouveaux outils, de nouvelles méthodes pour la conception des projets urbains. Et alors, comment vous les accompagnez, comment vous les conseillez, ces villes, avec quels outils ? Alors justement, notre métier n'est pas tant, comme un bureau d'études le ferait, d'accompagner les villes, mais de créer les outils qui demain vont permettre aux collectivités et à leurs partenaires, que ce soit des aménageurs ou des ingénieries, d'optimiser tous les projets urbains, donc en particulier les projets d'aménagement à l'échelle d'un quartier. Et pour faire ça, nous sommes finalement un intégrateur de compétences parce qu'un acteur seul n'arriverait pas à inventer les outils dont on a besoin pour faire moins 5% par an. Donc on intègre les compétences finalement de 3 grandes catégories d'acteurs. La recherche publique, donc on travaille par exemple avec le CSTB, le CEREMA, l'Université Gustave Eiffel, l'École des Ponts, etc. Les entreprises, on a des experts qui nous sont détachés, de grandes entreprises de l'énergie et de la ville, EDF, Engie, Veolia et beaucoup d'autres, des ingénieries également, comme CETEC, Ingérop, ABMI, Suez Consulting. Vous voyez, on est un intégrateur de compétences, on prend le meilleur de la recherche publique et des entreprises, on mélange, et avec ça, on travaille avec des collectivités pilotes et avec des aménageurs pilotes pour co-construire les outils de demain. Et en particulier d'outils dont on va parler de bilan carbone à l'échelle d'un quartier. Mais ça veut dire quoi ? Ce sont des logiciels Tout à fait, des outils d'aide à la décision. Que vous créez ou qui existaient déjà, que vous adaptez ? Alors justement, si on a créé un institut dédié à ça, c'est vraiment qu'on n'avait pas les outils. Parce qu'en fait, il y a 10 ans, ce n'était pas un sujet comme aujourd'hui. Et surtout, on n'avait pas compris que pour faire moins 5% par an, il ne suffit plus de faire des bons projets, mais il faut optimiser chaque investissement urbain au regard de son impact énergétique et carbone. Et ça, il n'y a pas les outils pour faire ça. Donc on a réuni toutes ces compétences pour co-construire donc des outils qui vont permettre en particulier d'évaluer l'impact carbone à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un patrimoine ou à l'échelle d'une collectivité, et surtout de considérer l'ensemble du champ des possibles, parce qu'il y a énormément de solutions qui se sont développées, et pour que les collectivités choisissent les solutions qui soient vraiment optimales en termes carbone-énergie, et bien sûr en tenant compte de leurs coûts. Effectivement, alors on peut détailler, il y a un de ces logiciels qui s'appelle Energy Mapper, donc on comprend bien à quoi il sert, comment les collectivités l'utilisent en fait. Alors Energy Mapper, un peu comme son nom l'indique, en français, ça veut dire qu'on fait le mapping des énergies qui sont disponibles sur un territoire, parce que c'est pas si simple, quand moi j'ai travaillé en collectivité au sein d'un aménageur, c'est pas si simple de connaître de façon exhaustive et fine l'ensemble des gisements d'énergie qui sont à votre disposition. Il y a les énergies renouvelables dont on parle souvent, mais il y a aussi les énergies de récupération, on appelle ça également chaleur fatale, tout ce qui provient des réseaux d'eau usée, des data centers, des entrepôts frigorifiques, bien sûr des usines d'incinération, etc. Il faut aussi les connaître et les mobiliser. C'est largement sous-exploité, ça fait très longtemps que l'ADEME le dit. Donc première chose, identifier de manière vraiment précise les gisements disponibles et surtout, pour un quartier donné, trouver quel est le meilleur mix énergétique, parce que c'est pas
surtout de Oui, ça ne va savoir pas être qu'est-ce la qui est même chose à disponible. Perpignan ou à Brest, quoi. Exactement, ça dépend des besoins du quartier, ça dépend dans quelle zone climatique on est, etc. Mhm. Et du coup, aider les collectivités à bien connaître les gisements disponibles et optimiser l'utilisation de ces gisements, c'est ce qu'on appelle le mix énergétique, donc 33% de solaire thermique, 24% de récupération de panneaux, enfin de Ouais. data centers par exemple, et Mhm. puis après des énergies renouvelables diverses et variées. Ce n'est pas simple, ce ne sont pas les calculettes habituelles qui permettent d'optimiser ce Mhm. mix, d'où l'intérêt d'avoir des outils de nouvelle génération. Ouais, avec une initiative et que vous avez lancée avec le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, c'est l'Observatoire national quartier énergie carbone. Alors, double question, quand l'avez-vous lancé? Et puis, est-ce qu'on est déjà à l'heure d'un premier bilan? Alors, on l'a lancé récemment, Ouais, début juillet, mais en fait, c'est le résultat de presque 10 ans de travail hein, avec le CSTB, vous l'avez ouais, cité, également avec d'autres acteurs, sous l'égide de l'ADEME et du ministère de la d'accord. Transition énergétique, hein, Direction Mhm. générale de l'aménagement. 10 ans de travail déjà pour dire comment on compte le carbone à l'échelle d'un quartier. Parce qu'avant de faire un observatoire, il faut avoir déjà des Ouais, données. Et historiquement, on ne savait pas. On savait le compter à l'échelle d'un bâtiment depuis longtemps, puisque la réglementation vous oblige ouais. à faire cette évaluation, mais pas à l'échelle d'un quartier. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'un quartier, c'est pas seulement des bâtiments. Mhm. Pour minimiser l'impact carbone d'un quartier, il faut réfléchir aussi aux matériaux utilisés dans les espaces publics, il faut Mhm. réfléchir aussi à l'énergie, au réseau d'énergie, au stockage, etc. Donc on est vraiment, bien sûr, la mobilité, les réseaux d'eau, d'assainissement, de déchets, etc. Et donc on a mis déjà quelques années pour définir de manière consensuelle avec tous les acteurs de cette filière quelle est la bonne méthode. Donc la méthode, elle est publique. Elle s'appelle, comme l'Observatoire, la méthode quartier énergie carbone. Ouais. Elle permet donc non seulement d'évaluer de manière objective et transparente l'impact carbone d'un quartier, mais surtout de savoir comment réduire cet impact, quels sont les leviers les plus efficaces. Et du coup, cette méthode a été ensuite encapsulée dans un outil Mhm. qui s'appelle Urban Print, D'accord. pour empreinte à l'échelle urbaine. Là aussi, c'est un logiciel que vous proposez Exactement, un aux villes. logiciel d'aide à la conception Mhm. de quartiers bas carbone. Ouais. Et depuis 3 ans, avec bien sûr le soutien très fort de l'ADEME, du ministère de la Transition écologique, mais également des deux grandes fédérations d'aménageurs, hein, la fédération des EPL et Mhm. l'UNAM, eh ben, nous avons commencé à déployer à grande échelle cette méthode et ce logiciel. Il y a entre 100 et 150 projets dans toute la France hein, qui ont fait leur bilan carbone selon cette méthode quartier énergie carbone promue par l'ADEME. Du Mhm. coup, on peut commencer, puisque c'est la même méthode, vous voyez, c'est ça l'intérêt, parce Ouais. qu'avant, il y avait autant de méthodes que de bureaux d'études. Comme c'est la même méthode, on peut commencer à faire des statistiques et des analyses. Et c'est Et à ça le but de à se comparer l'observatoire. aussi. C'est-à-dire que pour une Exactement. ville, ça peut permettre de mettre en avant un quartier particulièrement novateur et engagé. Vous parlez des aménageurs. C'est quoi le rôle des aménageurs et pourquoi ce rôle il est important? Alors les aménageurs, ce sont ceux qui interviennent à l'échelle d'un quartier. Ouais. Hein, comme je vous l'ai dit, l'échelle du bâtiment est insuffisante pour mobiliser tous les leviers d'action. Donc Mhm. dès que vous, quelque part, dès que vous voyez plusieurs grues à un même endroit, c'est qu'on intervient à une échelle un peu plus large. Et donc ça s'appelle les projets d'aménagement ou de rénovation urbaine. Mhm. Et depuis toujours en France, un peu un modèle qu'on a en France comme dans d'autres pays, on a des organismes publics ou privés qui sont dédiés à cela, qui interviennent sous la supervision et en lien étroit avec la collectivité, Mhm. mais c'est eux qui font ce travail d'aménagement et de vente ensuite des parcelles aménagées à des Ouais. promoteurs. Et donc ce qui est important de dire, hein, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'aménageurs en France, hein, des publics, des privés, etc. Il y en a à peu près 300. Bon. Et ce dont on parle, en fait, c'est un changement de pratique qui est nécessaire. Il ne suffit pas de faire l'outil le plus efficace, encore faut-il qu'il soit utilisé de façon systématique. Du coup, avec les deux grandes fédérations d'aménageurs, nous faisons beaucoup de pédagogie auprès de toute cette filière. Et la bonne nouvelle, c'est que de grands aménageurs déjà ont décidé de systématiser l'évaluation de leurs projets d'aménagement Mhm. selon cette méthode. Et je voudrais les citer parce qu'en fait, ce sont ceux qui sont des précurseurs et Les quelque pionniers en part, quelque sorte. voilà, qui prennent un petit risque parce que Ouais. quand vous évaluez l'impact carbone de votre projet, ben, vous n'avez pas toujours 20 sur 20. Alors on se dit, bon, je vais peut-être être critique, etc. Mhm. La réalité, c'est que ce sont ceux qui ne mesurent pas, qui ne veulent pas vraiment savoir de manière Bien sûr, précise bien sûr. quel est l'impact carbone de leur projet, Alors, qui vont être critiqués. qui sont ces Alors, pionniers? ben, les principaux aménageurs privés, et puis il y en a de nouveaux régulièrement, donc Mhm. Next City, Kaufman Broad, Eiffage Aménagement, Link City Air Nouvelle, qui Mhm. sont deux aménageurs du groupe Bouygues. Ça, c'est pour les privés. Depuis très peu de temps, Crédit Mutuel Aménagement également. Mhm. Ensuite, vous avez parmi les entreprises publiques, vous avez celle de Toulouse, et donc on peut vraiment
féliciter la métropole de Toulouse, mais aussi ces deux aménageurs, Europolia, Opidea, qui vraiment étaient les tout premiers dans cette catégorie il y a 3 ans déjà. Et puis parmi les aménageurs qui dépendent de l'État, il y a EPAMAR, n'est pas France, l'aménageur de Marne-la-Vallée, qui est aussi le premier à montrer l'exemple. Donc vous voyez, on a les 3 grandes catégories, les aménageurs privés, les aménageurs publics locaux, les SEM, et puis les établissements publics d'aménagement qui dépendent de l'État. Et donc, vous avez dans chacune de ces catégories des aménageurs qui ont commencé à montrer l'exemple, et on espère qu'il y aura de plus en plus de bilan carbone. Alors, pourquoi c'est important? Pour chaque projet particulier, mais aussi pour l'Observatoire. Parce que pour que l'Observatoire réponde à ces missions, il faut qu'il y ait un volume significatif de bilan carbone pour pouvoir faire des analyses vraiment pertinentes. Alors, je rappelle les 2 missions d'Observatoire. Premièrement, évaluer si chaque année, les projets d'aménagement sont bien en France ou par région de moins en moins carbonés. On n'a pas cette boussole aujourd'hui, donc on mène plein d'actions, mais quel est l'impact? Et deuxièmement, quelles sont les actions les plus efficaces? Alors on commence à avoir des premiers enseignements, je vais vous les indiquer, mais il faudrait avoir des milliers de bilans carbone pour avoir des évaluations les plus efficaces. Pour justement dire les actions les plus efficaces. Alors les actions les plus efficaces, c'est en général, il faut agir sur tous les leviers à l'échelle d'un quartier. Donc déjà sur l'énergie, souvent, c'est mettre en place des réseaux thermiques qui est efficace. Ça permet de mutualiser finalement les besoins d'énergie des bâtiments et le photovoltaïque pour l'électricité. Ensuite, les matériaux, c'est très important pour que ce soit pour les bâtiments ou les espaces publics, mais en particulier pour les bâtiments. Utiliser des matériaux biosourcés, c'est ce qu'on constate pour les projets les plus vertueux. Et ensuite, la question de la mobilité. Avec l'énergie et les matériaux, la mobilité est la 3e composante très importante sur laquelle il faut agir. Et je vais juste donner un exemple. Si on arrive à limiter la construction de parkings souterrains, là, ça a un impact important au niveau du quartier. Merci beaucoup. Vous parliez de photovoltaïque, ce sera le thème du grand entretien, puisqu'on sera avec le patron de général du solaire. Merci beaucoup, Michel Salem-Sermanet. Un tout dernier mot. Très vite, il nous reste 20 secondes. Il faut aussi mobiliser et sensibiliser le grand public. C'est pourquoi, avec Urban Print, on a créé un atelier pédagogique comme l'atelier d'automne que vous connaissez sans doute. Donc, c'est l'atelier d'automne dédié à l'aménagement. Ça s'appelle l'atelier des transitions urbaines. Et donc, il y a beaucoup d'animateurs qui sont en ce moment formés. Et donc, ça se déploie dans toute la France, dans des écoles, dans des entreprises, dans des mairies. Donc, vous voyez, c'est pas seulement les professionnels du secteur, mais aussi c'est le grand public qui doit comprendre qu'il est possible aujourd'hui, si on mesure l'impact carbone d'un quartier, de le réduire de manière significative. Merci beaucoup, Michel Salem-Sermanet, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, l'économie circulaire au programme. C'est le débat de ce Smart Impact avec Pierre-Emmanuel Saint-Esprit. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Bienvenue, vous êtes directeur économie circulaire et décarbonation des clients chez Manutan. Clément Chenu, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, fondateur de Schistera Advisory et auteur de ce livre Génération circulaire, publié aux éditions Content A. Vous parlez dans ce livre de recroissance, c'est un peu le cœur du livre. C'est quoi la recroissance ? La recroissance, qui peut être perçue comme un terme galvaudé, on a parlé de la décroissance beaucoup, la croissance verte, et finalement il faut regarder le contexte actuel de l'économie qui est qu'il y a des pans des secteurs qui vont disparaître et qui vont être remplacés par d'autres. Donc cette recroissance, si on prend l'exemple du secteur automobile, la voiture thermique est remplacée par la voiture électrique, donc cela va de soi, il y a une décroissance d'une technologie vis-à-vis d'une autre. Et puis ça va plus loin que ça, puisque derrière on va aussi développer des nouveaux modèles d'affaires qui vont compléter les chaînes de valeur que nous connaissons. Donc aujourd'hui, vous avez une voiture que vous vendez une fois, vous allez la vendre une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Alors, c'était ma question, à quel point l'économie circulaire, parce que c'est le cœur de notre débat, participe ou est indispensable à cette recroissance? Elle est indispensable parce qu'elle permet d'aller sur des chaînes de valeur qui sont efficientes et résilientes. Donc on va arriver sur des produits qui sont extrêmement qualitatifs, on va rallonger la durée de vie, et on va apporter de la satisfaction aux clients parce qu'on va certifier, ni plus ni moins, l'ensemble de ces produits qu'on va mettre à disposition et qui seront qualitatifs et liés à l'usage qu'on en fait proprement. Manutan, leader européen du e-commerce B2B, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, la place de l'économie circulaire dans ce modèle, depuis quand c'est devenu stratégique ou une évidence? C'est marrant parce que vous avez dit leader de l'économie circulaire et puis vous êtes revenu en arrière, mais potentiellement un jour leader de l'économie circulaire. En réalité, en fait, nous n'avons pas le choix d'entamer cette transformation chez Manutan. On distribue des biens d'équipement pour les bureaux et les entrepôts. Si on prend la partie écologique, 99% de notre bilan carbone, c'est le scope 3, les produits que nous vendons. Il faut absolument vendre des produits plus durables et des services. Il y a une question de souveraineté et de résilience de notre approvisionnement aussi. L'économie circulaire, c'est beaucoup plus local. On va collecter notamment des biens
à côté de nos entrepôts pour pouvoir les reconditionner. Il y a une pression réglementaire assez forte. On parle beaucoup d'un backlash écologique. Alors, c'est absolument pas ce qu'on voit, nous, notamment dans les ETI ou au sein notamment du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Aucun femme ou chef d'entreprise ou homme d'entreprise vous dira qu'il revient en arrière sur toute la trajectoire. C'est pas parce que dans certains pays, ce backlash est à l'œuvre que les entreprises freinent elles aussi. Non, c'est peut-être vrai sur 1, 2, 3 secteurs. Et puis, c'est surtout très politique. Et la réalité, c'est que quand on entame une transformation comme celle-là, avec tous les avantages et les bénéfices produits pour l'environnement, pour la société, pour l'aspect social évidemment et pour l'aspect économique, on revient pas en arrière. Et puis du coup, nos clients le demandent énormément de clients. Et effectivement, vous avez nommé la décarbonation des clients, nous disent désormais, nous ne passerons pas chez Manutan si vous n'êtes pas capable de nous apporter les données nécessaires à décarboner nos achats. On travaille main dans la main avec eux. C'est le principe du modèle d'alliance de Manutan. Donc cette transformation, effectivement, elle est engagée. Il n'y a aucun retour en arrière. C'est un chemin aussi humble de très 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 long terme, puisque ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais en tout cas, la stratégie est très claire à ce niveau-là. Comment on intègre, Clément Chenu, l'économie circulaire, ces principes d'économie circulaire dans le modèle de production ? Parce que c'est aussi ça l'enjeu. Oui, je pense que quand on reprend les mots de Pierre-Emmanuel, déjà, il y a un alignement sur la vision, même si je pense que l'ensemble des entreprises ont posé cette vision à 2050. C'est le temps de l'action aujourd'hui. Et dans un monde en guerre économique, il faut être capable d'être tactique. Et donc, ça veut dire développer les filiales, développer les usines qui vont transformer ce modèle. Quand on prend l'exemple de Manutan, c'est l'histoire, sans vouloir prendre l'intégralité du discours de Manutan, c'est une histoire magnifique où, en fait, on part du principe que on est convaincu, alors on va développer toute une capacité industrielle, et c'est le même cas pour Renault, c'est le même cas pour plein d'acteurs, qui va répondre en brisant les dépendances avec une économie linéaire qui peut freiner le développement de ces produits. Mais donc, c'est ce que je disais, ça suppose d'adapter l'outil de production. Exactement. Et donc, c'est vraiment là où on accompagne les dirigeants avec Xtera sur le financement, avec des financements qui sont hybrides, qui sont publics et privés. Accompagner aussi les dirigeants dans la gestion de ces entreprises. C'est plus seulement les indicateurs qu'on connaît, opérationnels, financiers, parce que quand vous êtes dans l'économie circulaire, c'est une fabrique à ROI caché. Vous allez faire des économies indirectes sur votre appareil de production, même linéaire dans votre modèle de base. Donc, il faut intégrer tout ça dans le business plan, parce que c'est avec un business plan robuste qu'on va convaincre aussi les investisseurs et les dirigeants d'aller dans cette transformation. Donc, on est sur ces leviers donc, de financement, de gestion et de transformation, puisqu'après, il faut des pilotes qui fonctionnent et qui font la fierté des collaborateurs. Et alors, on va prendre l'exemple de Manutan, et c'est vous qui allez nous en parler en détail. Non, il y a Clément qui il y a par exemple un entrepôt dédié, je crois, à l'économie circulaire. Alors, il existe depuis quand et comment il fonctionne ? Ce qui s'est passé, pour revenir sur la partie transformation et puis pour en arriver ensuite à l'entrepôt, c'est que une entreprise a besoin de temps aussi pour sa transfo, et il faut un petit peu faire bouger les choses en interne. Donc le groupe Manutan a décidé de racheter une entreprise qui était spécialiste de l'économie circulaire, qui s'appelait ZAC, de collecte et de renvoi des produits. Que vous avez créé. Exactement. Et l'idée, c'est qu'on a une équipe, déjà c'est extrêmement important. Il y avait la structure juridique qui est restée, en travaillant avec toutes les filiales qui devaient, elles, vendre les produits et les services circulaires. C'est-à-dire qu'à la fois, on apporte la brique un petit peu disruptive, un petit peu empêcheur de tourner en rond, les nouvelles façons de faire, la nouvelle façon de parler aux clients, voire lever un petit peu toutes les barrières, parce que c'est de l'innovation économique, c'est de l'innovation comme n'importe quel type d'autre innovation. Et en revanche, on a gardé la marque Manutan pour nos clients, et l'ensemble de la vente se faisait via les filiales. Et après, effectivement, donc on a d'abord commencé, je l'évoquais, par donner une seconde vie aux produits usagés. On s'est concentré sur certaines catégories de produits. Et là, on s'est dit, les produits que nous collectons, nous ne trouvons pas de partenaires pour les reconditionner suffisamment de manière qualitative et de manière volumique. Et donc, Manutan a décidé d'embrasser un nouveau métier, un métier industriel. Nous sommes distributeurs, nous avons des entrepôts de distribution, on n'a jamais réalisé un produit nous-mêmes, manufacturer un bien. Et donc, on a, dans la chaîne de valeur, décidé d'investir pour lancer un entrepôt de reconditionnement qui est en fait un entrepôt de production de biens reconditionnés. C'est pas du tout la même chose de distribuer des biens, d'en récupérer, de changer une pièce détachée, de le remettre à neuf, etc. Et on en a un autre aussi aux Pays-Bas sur tout ce qui est produit d'entrepôt. Et maintenant, ces deux entrepôts nous ont permis de commencer, pratiquement 1 an et demi maintenant, de commercialiser dans 5 pays. Et en apprenant au jour le jour, petit à petit, en changeant nos process. Hier, pas plus tard qu'hier, on faisait auditer notre chaîne de reconditionnement sur le mobilier pour la première fois par le FCBA. Il n'existe pas aujourd'hui de standard de reconditionnement de mobilier en France. Encore une fois, c'est très long. On fait ça humblement, ça prendra du temps, mais la machine est lancée. Est-ce que, et je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre, je commence avec vous, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, est-ce que ça coûte forcément plus cher pour vos clients ?
Alors, c'est pas que ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. Aujourd'hui, on a 30% effectivement moins cher sur ces produits-là. J'adore l'idée de Clément de ROI caché, puisqu'effectivement, c'est un processus industriel efficace qui répond à tous les standards potentiels de l'efficacité dans une usine, tous les principes de Lean, par exemple. Donc, pour nos clients, il n'y a pas de raison que ce soit plus cher à la fin. En revanche, comme toute courbe d'innovation, comme on est encore au début d'un point de vue économie macro, il y a des choses qui coûtent encore beaucoup trop cher, mais qui, avec, on va dire, une massification de l'économie circulaire. Par exemple, la collecte. Aujourd'hui, en B2C, on va très bien connaître le fait de pouvoir déposer pour Vinted son colis qu'on renvoie dans un bureau de tabac. C'est quelque chose qui est rentré dans le quotidien. Mais c'était pas du tout rentable au début. C'est parce qu'il y a une massification. En B2B aujourd'hui, aller collecter par exemple, je dirais 500 tables usagées chez un client, le coût est stratosphérique parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout optimisé. Les grands leaders, Geodis, Sepner, etc., avec lesquels on travaille, n'ont pas encore fait en sorte que ça soit optimisé. La question du coût, justement, c'est encore un frein au développement de l'économie circulaire. C'est un peu contre-intuitif ce que je dis, parce qu'on est plutôt en train de réutiliser des produits plutôt que d'acheter un produit neuf. Mais est-ce que ça peut être un frein? Déjà, pour rebondir sur ce que dit Pierre-Emmanuel, il y a deux cas de figure. Il y a l'entreprise qui n'est pas circulaire, qui veut se transformer et aller vers des modèles circulaires, et il y a l'entreprise qui naît en étant naturellement circulaire. Donc, pour le deuxième cas, c'est des coûts de développement et d'innovation, avec certaines technologies qui existent déjà, ce qui lui permet donc d'atteindre une performance qui est autre. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, du coup, fonctionnent très bien. Si vous prenez Back Market, ça fonctionne très bien sur ce qu'ils font dans leur modèle. Et puis, il y a d'autres entreprises où, pour le coup, il faut les transformer. Et donc, là, pour le coup, c'est là où on se dit, la compétitivité, elle est sur des leviers d'échelle, et donc, il faut casser avec le système existant. Donc, si on est sur le consommateur, oui, les produits sont plus rentables. Si on est sur la transformation des entreprises, il peut y avoir encore des technologies qui freinent, et c'est logique, et c'est une transformation. Et on l'a vécu avec le digital. Voyez l'intelligence artificielle, seulement 20% de tout ce qui a été lancé en termes de proto fonctionne aujourd'hui, et ça existe depuis 1950. On a accepté cette courbe d'apprentissage. Aujourd'hui, il faut aller plus vite, mais on va y arriver. Oui, mais alors je reste sur la question du coût. Il y a quand même, ça arrive, je ne sais pas si c'est souvent ou parfois, mais bon, que le coût du recyclage et du réemploi soit plus important que celui de la matière vierge. Alors, il y a deux choses. Il y a la matière, certes, et il y a aussi les infrastructures. Et c'est-à-dire que quand vous rentrez dans des boucles circulaires, vous allez devoir développer des nouvelles usines ou payer pour des usines qui font de la consigne, du lavage, du stockage. Donc ça a forcément un coût. Et pour l'amortir, il faut qu'il y ait des volumes. Donc il faut encourager... On revient à la massification dont on parlait tout à l'heure. Et donc on a besoin d'arriver à ces leviers d'échelle et il faut encourager ces marchés-là. Donc c'est là où il y a un point structurant. Et le deuxième sur la matière qui est très très intéressant, c'est aujourd'hui, il y a des bonus-malus qui sont en train aussi d'être montés et qui permettent de favoriser ces matières-là. Et après, quand vous regardez filière par filière, notamment sur les métaux critiques, il va arriver un moment où on aura d'autres choix par des soucis d'approvisionnement que de passer par des matériaux recyclés. Allez-y. Je peux juste terminer là-dessus. Il y a un truc un peu injuste en fait sur cette question-là, pas la vôtre, mais la façon de traiter la rentabilité de l'économie circulaire. Amazon n'a pas gagné de pognon pendant 15 ans, quoi. C'est la même chose dans toutes les transformations. Aujourd'hui, se faire livrer le cas échéant un colis en un quart d'heure dans Paris, c'est devenu rentable. Ça l'a pas été pendant un bon paquet de temps. Ce n'est, comme l'a dit Clément, le digital, l'IA, toutes les innovations qu'on veut. Juste, il faut le temps de l'investissement pour qu'à un moment donné, ça puisse tenir toutes ses promesses. Je rajoute un point en plus sur la rentabilité côté entreprise. Toutes les boîtes comme la nôtre, par exemple, qui disent on sera décarboné, neutre en carbone en 2050. Si on ne l'est pas, ça veut dire compensation carbone en achetant des crédits carbone. Voilà, donc si on commence aujourd'hui, on n'aura pas à le faire, et c'est des OPEX qui ne seront pas à être dépensés. Donc en plus, quand on pense vraiment long terme rentabilité financière de l'entreprise, au-delà de la rentabilité des infrastructures de la matière, on est dans une cohérence générale d'un PNL. Et des entreprises comme Kering ont déjà des environnementaux PNL. Est-ce qu'il y a aussi un frein culturel, c'est-à-dire la difficulté à se dire j'achète un produit qui est reconditionné, qui n'est pas neuf? Il y a deux choses là-dessus. Ça existe encore. Alors complètement, il y a une crainte sur la qualité. Un produit reconditionné, c'est un produit un peu pourri, etc. D'où le fait qu'il faut collectivement qu'on se mette une énorme exigence sur nos standards de reconditionnement. Donc, il y a aussi le côté normatif, etc. qui doit se mettre derrière. Ça, c'est un point important. Voilà, le produit reconditionné, c'est un petit produit d'occasion qui va pas marcher. J'achète mon téléphone, il marchait pas, donc plus jamais je le referai. Ça, c'est un point important. Après, il y a une deuxième chose beaucoup plus macroéconomique, c'est qu'on ne fait pas du tout assez le lien entre j'achète un produit neuf, produit à l'autre bout du monde, et la fermeture de l'usine à côté. Donc là, Clément évoquait la récroissance. Moi, je vais évoquer un concept aussi de réindustrialisation, de remade in France par l'économie circulaire. On ne fait pas le lien entre les deux lors de l'acte d'achat. Et ça, c'est un problème culturel. D'ailleurs, des politiques anti-écolo vont en jouer en disant, bah voilà, c'est pas normal que ce soit plus cher. En réalité,
le pouvoir d'achat, c'est les cotisations sociales, c'est la différence entre brut et net. C'est pas juste le prix de vente d'un produit. Et là, il y a un gros problème culturel. Un dernier mot, vous parlez dans votre livre d'homo circularus. On devrait tous le devenir, c'est ça, l'homo circularus? Il le faudrait, mais bon, la route est encore longue, j'ai envie de dire. Mais l'homo circularus, c'est ni plus ni moins que quand vous êtes dans votre vie au quotidien, vous êtes confronté à des choix en tant que père de famille, en tant que salarié ou chef d'entreprise ou en tant que consommateur. Quotidiennement, vous êtes confronté à un choix A ou un choix B qui est plus ou moins écologiquement parlant favorable. Et ni plus ni moins, c'est de se poser et de dire que, ok, j'aurais pas moi-même la capacité de faire tout parfaitement, mais j'aimerais bien m'améliorer sur là où je sais que j'ai des capacités. Ça peut être dans ma mobilité, ça peut être dans mon alimentation, ça peut être par exemple dans mes achats mobiliers. Et donc c'est tout cet univers-là que j'appelle à repenser, et même tous les jours au sein de son entreprise. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais rappeler le titre de votre livre, Clément Chenu, Génération circulaire, publié chez Content A. À bientôt Merci beaucoup. sur notre antenne, sur Bismart for Change. Merci encore. On passe au grand entretien de ce Smart Impact. On va beaucoup parler d'énergie renouvelable et de photovoltaïque. Prêt pour l'impact, c'est le grand entretien de notre émission et j'accueille Daniel Bourg. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur, le président de Général du Solaire. Vous présidez également le syndicat Enerplan qui représente les professionnels de la filière photovoltaïque en France. Général du Solaire qui existe depuis 2008, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Je crois qu'il y a encore une croissance assez forte prévue cette année. Vous ambitionnez quelle croissance pour 2025 ? Écoutez, je vous dirais, quand on aura une PPE, je vous donnerai des ambitions plus fortes. Sur 2025, on doit être entre 120 et 130 millions d'euros, quoi. C'est que l'entreprise fonctionne bien. C'est une ETI, c'est une ETI qui est dédiée au solaire. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle un IPP. Derrière ce sigle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on développe, construit et exploitons nos centrales. Donc, on est un acteur, je dirais, un des plus importants parmi les indépendants, quoi. Donc, ce qui n'est pas indépendant, c'est ce qu'on appelle les grands énergéticiens qui sont EDF, Énergie, Engie et Total. Et c'est juste pour donner quelques chiffres, c'est à près de 150 collaborateurs, c'est une présence avant tout en France, mais qui se développe beaucoup en Italie, on pourra peut-être en parler. Aussi un peu en Afrique, c'est un sujet qui est pour nous important, où on fait un peu du développement d'électrification rurale, et donc c'est ce qui est important, puisqu'on sait plus de 50% des Africains n'ont pas d'électricité. Donc c'est un sujet qui tient à cœur, mais qui est difficile. Et dans d'autres chiffres, on investit un peu plus de 100 millions d'euros par an, donc c'est un chiffre qui augmente dans toutes ces nouvelles centrales. Nous sommes avant tout au sol, donc avec tous les débats et tout ce qu'il y a dans le développement qu'on voit en France ou en Italie. J'ai une vision un peu européenne de ce qui se passe. Et bon, c'est une entreprise qui effectivement qui se porte bien, se développe bien et qui se porte. C'est le sentiment qu'on a. Alors, vous avez employé le mot qui fâche, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est une loi que vous attendez depuis combien de temps là ? Bon, ça fait plus de 2-3 ans qu'on en parle. Oui. C'est une loi un peu fantôme, une loi un peu une arlésienne. Et puisqu'on en parle, je veux dire quelque chose qui est un peu choquant. L'énergie est quand même dans le domaine du régalien en France. Et c'est soudain politisé de manière non rationnelle. C'est-à-dire que chacun a pris une position pour les ENR, pour le nucléaire, pour tout ça. Mais in fine, c'est pas ça le débat. Le débat, il doit être économique. Le débat, il doit de dire qu'est-ce qu'on veut sur le temps. C'est un temps long, l'énergie. Bien sûr. Et c'est pour ça que l'État doit intervenir, parce qu'on ne joue pas sur l'année, on joue pas ça, on joue sur des nombreuses années. Et ce qui est incroyable, c'est quand on voit ce qui s'est passé il y a 3 ans, quand il y a eu soudain cette hausse énorme du coût de l'électricité, de l'énergie. 3 ans après, on a une situation un peu inverse. Et
on a le sentiment que ça affole un peu tout le monde et qu'on est dans des schémas de stop and go qui est compliqué. Mais cette loi de programmation, à quel point elle est indispensable? Parce que finalement, la filière, elle avance sans cette loi depuis 3-4 ans. Quoi. Alors, elle est indispensable, d'abord parce que je pense que ce que je vous disais, c'est qu'il faut une vision. Il faut une vision. Oui. Donc, on a besoin de cette visibilité et cette loi donne la visibilité. Le deuxième aspect qui est important, c'est que ça donne aussi les moyens à l'État d'intervenir pour aider les filières ou pas. S'il n'y a pas de plan vis-à-vis de l'Europe, on ne peut plus faire. Donc là, on est dans une situation qui peut durer éventuellement, parce qu'il y a l'ancienne qui court encore jusqu'en 2028, mais tout ça est bâtard. Et la vraie question qui est posée, c'est est-ce que c'est du ressort de l'État, donc vraiment de régalien, ou est-ce qu'on en fait une sorte de débat politique qui, dans le contexte actuel, honnêtement, bloque tout. Malheureusement, on en est là. C'est-à-dire que on a le sentiment que les politiques vont hésiter, par exemple, à dire « Allez, on met le paquet sur l'éolien » parce que c'est devenu un enjeu politique dont s'est emparé une partie de l'échiquier qui va dire « Ah non, l'éolien, c'est nouveau ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui freine les décisions, d'après vous? Attendez, la peur d'être accusé. La peur de s'engager, mais ce qui est assez étonnant, c'est quand on questionne les Français. Il y a eu un sondage important qui a été fait sur les ENR il y a 2-3 mois, qui montre qu'ils sont plébiscités. Oui, c'est un sondage Bachelet d'ailleurs. C'est Elifop qui a fait ce sondage au mois de mai pour Engie. 84% des Français ont une bonne image des énergies renouvelables et le solaire d'ailleurs arrive encore un peu plus haut, à 89%. Donc ça pose des questions. Comment est-ce qu'on peut avoir des débats comme ça, je ne vais pas dire haineux, tellement conflictuels, avec des contre-vérités qui sortent tout le temps, alors que le débat, il doit être avant tout, je dis, économique, mais en se projetant dans le temps. Et pas avec un débat de dire aujourd'hui il se fait ça. Non, quand on investit dans une centrale, nous, c'est 40 ans. Donc c'est là où il y a un débat qui fonctionne pas du tout. Mais est-ce que ça veut dire que ce sont des filières qui dépendent des subventions de l'État? Alors c'est plus compliqué que ça, parce qu'on est passé d'un système où c'est l'État effectivement qui décidait, là on revient sur le régalien, un peu du niveau de prix, et j'allais dire la libéralisation de l'énergie en Europe, qui peut poser à elle une question politique, mais qui est un fait actuellement, aboutit à ce qu'il y ait des hauts et des bas. Donc il y a des années où on va rapporter beaucoup d'argent à l'État, parce que il nous fixe un système d'appel d'offres, il va nous comparer au prix de marché. C'était le cas il y a 3-4 ans. Puis il y a des moments où effectivement l'État doit débourser, notamment, c'est ce qui se passe actuellement, où il y a manifestement trop d'électricité qui n'est pas forcément bien gérée. Donc il y a des multiples questions qui sont posées, mais moi j'insiste, tout ça doit être avec une vision économique, rationnelle dans le temps. Donc il y a des scénarios qui sont faits par RTE, et qui sont des scénarios qui sont ce qu'ils sont, qui doivent être réactualisés régulièrement, parce que la réalité n'est pas toujours celle des scénarios, mais ça ne change pas une vision à long terme qu'on doit avoir. Quand vous lisez, je crois que c'était il y a 3 semaines, cette tribune d'un certain nombre d'élus, de personnalités, je vais citer François-Xavier Bellamy, Robert Ménard, Alexandre Jardin, qui disent la priorité doit donner aux renouvelables au détriment du nucléaire pourrait faire doubler les factures d'électricité des Français. Ils parlent de bombes à retardement, etc. C'est ce qu'on appelle les fake news, sorties purement par du politique. C'est là où je vous dis, le problème, on revient à notre problème initial, c'est du politique. Ça ne correspond même pas à ce que veulent forcément leurs électeurs, mais c'est du politique, une sorte de position qui se met à gauche, à droite, et qui a honnêtement, pour nous, pas beaucoup d'intérêt. Mais il y a quand même une question d'acceptabilité par les riverains. Alors, c'est assez... Vous reparliez tout à l'heure du sondage qui a été fait. Ce qui est intéressant, c'est que les riverains sont encore ceux qui en demandent le plus. C'est pas toujours vrai, par exemple, sur les projets de parcs éoliens. Il y a quand même Je ne veux pas parler d'éolien, parce que je connais moins. Non, mais l'acceptabilité, honnêtement, dans le solaire, elle est a priori très bonne. Il peut se poser des questions quand il y a des très très grandes centrales qui se font et qui prennent un espace important, mais globalement,
il n'y a pas de rejet. On a un bon soutien des élus. De toute façon, toutes nos centrales, et je reviens dessus, on est lié au territoire. On n'est pas quelque chose qui est national, c'est quelque chose qui est vraiment proche du territoire. Et il n'y a pas de centrale qui peut se faire sans le soutien des élus locaux. Oui. Donc, il peut y avoir des tas de raisons locales pour que de temps en temps, il y ait des gens qui bloquent, etc. Honnêtement, c'est pas, je les exhorte plutôt à discuter avec les porteurs de projets et à permettre effectivement de voir comment améliorer le projet pour qu'il n'y ait pas d'impact. Nous, l'impact, on le connaît, c'est un impact qui est éventuellement visuel, donc un impact sur comment bien cacher ça. Honnêtement, c'est pas difficile avec des haies pour cacher des centrales solaires. Vous pouvez passer à côté et vous la verrez pas. Un dernier mot de ce contexte politique, puisque Sébastien Lecornu, il a été secrétaire d'État à la transition écologique. Bon, il n'a pas forcément marqué les esprits à l'époque, mais il y a eu ce programme Place au Soleil qui a été présenté en juin 2018 pendant qu'il était en poste. Est-ce que vous vous dites, tiens, peut-être qu'il s'en souviendra? Ça vous rassure, ça? Ou alors, A priori, j'ose espérer qu'il s'en souviendra et qu'il y aura une certaine logique. Mais on revient un peu sur ce que je vous ai dit. Il n'y a pas longtemps, était votée une loi d'accélération. Et un an après, on est toujours dans l'attente de la PPE, etc. Donc, j'insiste dessus. La visibilité et la consistance sont indispensables, quel que soit le secteur concerné. C'est pareil pour le nucléaire, c'est pareil pour nous. Nous avons besoin d'avoir des choses précises devant nous. C'est quoi les grands projets, là, des projets de centrales peut-être importantes que Général du Solaire est en train de développer? Il y en a en France, là, en cours, ou c'est plutôt ailleurs en Europe? Non, il y en a beaucoup en cours en France. On est très dynamique en France. C'est vrai que les gros projets, il y a deux types de questions. Ça, l'acceptabilité locale, donc c'est ce travail avec les élus locaux qui fait que c'est possible ou c'est pas possible. Il y a quand même quelque chose que nous privilégions, nous, Général du Solaire, et c'est peut-être une de nos spécificités. On cherche beaucoup à être sur les terrains dits dégradés. Dans ce cas-là, où il n'y a pas réellement de compétition avec d'autres activités, ça peut être des délaissés d'autoroutes ou des délaissés rivières autour des aéroports, tout ce qui concerne les carrières, les mines, les vieilles zones industrielles. Et il y en a beaucoup des terrains dégradés. On en découvre toujours, ce qui est rassurant. Il faut savoir que plus de la moitié des centrales au sol actuelles se font sur ces terrains-là. Et c'est très bien. Et actuellement, il y a quelque chose de neuf et sur lequel on se développe beaucoup, mais qui pose quand même d'autres questions, c'est le développement de ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Alors, je ne sais pas si on peut... Oui, on en a souvent parlé ici. Il faut réexpliquer ce que c'est. C'est sur une exploitation agricole, on va mettre des panneaux, c'est ça, qui vont s'adapter, s'associer à l'activité agricole? Tout ou pas? à fait. Ouais. C'est vraiment de prendre sur une parcelle et de s'assurer qu'à la fois l'agriculture reste prédominante, mais en même temps, mettant des panneaux solaires. L'avantage de ça, c'est qu'on est sur des terrains où il n'y a pas d'enjeu en général d'ordre de biodiversité ou environnemental. Il y en a beaucoup moins parce qu'il y a déjà de l'agriculture. Et c'est aussi quelque chose qui peut permettre de participer au bien-être des animaux, par exemple, ou voir, avec ce qu'on a actuellement comme température extrême, être des vraies ombrières, ce sont des ombrières, exactement pour l'activité. Donc, il faut trouver un dosage, il faut qu'on y arrive. C'est complexe et alors, ce qui est un peu compliqué actuellement, c'est qu'on a un peu trop ouvert sans doute les vannes sur toute possibilité de faire ça un peu n'importe où, alors que nous, on a toujours préconisé de dire qu'il fallait un peu le diriger vers des exploitations agricoles, parce qu'il y a on sait qu'on dans le monde rural, il y a des endroits où l'agriculture a vraiment besoin de soutien. Et que c'est un des moyens de permettre d'activer ça, notamment dans l'élevage et notamment dans les zones un petit peu montagneuses. Je voudrais quand même qu'on parle d'autoconsommation. Il y a plus d'1 million de sites de production solaire en France, dont plus de 600 000, 617 000 en autoconsommation, soit des particuliers, soit des entreprises. Est-ce que ça fait partie des projets de Général du Solaire, ou est-ce que quand on dit autoconsommation, c'est trop petit et ça ne vous concerne pas? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais répondre d'abord de manière plus générale pour bien comprendre de quoi on parle. Parce que le solaire,
on l'imagine tous, ça peut être aussi bien sur un toit, Oui. des petites centrales, ça peut être sur des ombrières, Mmh. ça peut être sur un lac, Mmh. ça peut être sur ça. Donc c'est multiforme. Quand on parle le rôle du solaire, finalement, il doit se diriger, mais il a bien évidemment un côté économique. Mmh. Et si je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, et nous, on a vraiment deux visions qui sont claires. C'est à tout un côté, pour gérer les petites centrales, on doit vraiment s'orienter vers l'autoconsommation, Mmh. parce que ça permettra d'aller directement près du site et on n'aura pas à supporter tous les coûts qu'il y a à côté d'aller sur le marché et ainsi de suite. Et les plus grandes se doivent d'être les plus compétitives Mmh. possibles. On parlera peut-être après du stockage, parce que c'est un élément complémentaire indispensable sûr. au développement du solaire. Mmh. Sur l'autoconsommation, on est sur quelque chose, je dirais, qui est parfait, qui correspond vraiment à une volonté. Ça coûte. Effectivement, le principe est simple. Vous êtes un particulier, vous êtes un entrepreneur, vous avez un toit qui permet de recevoir du solaire. Ben, vous allez prendre directement la production de ce que vous avez là et vous allez, entre guillemets, l'utiliser pour vous. Donc, quand on fait ça, on voit bien le mérite, c'est beaucoup plus rapide. C'est effectivement beaucoup moins cher que quand vous prenez acheter ça à un fournisseur. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Ceci étant dit, c'est vrai aussi que à travers l'autoconsommation, on a aussi besoin de vendre le surplus parce qu'on n'est pas toujours le bon moment où on a de l'électricité et celui où on consomme. Ce qui veut dire quoi? C'est que maintenant, derrière l'autoconsommation, qui, je vous dis, est destinée à un développement fort, j'allais dire inévitable, il y a aussi maintenant des systèmes de pilotage, qui est de dire, quand ça produit, à 12 heures, je vais mettre en marche ma machine à laver, mon chauffe-eau, mon véhicule électrique, etc. Parce que je sais que je produis, et là, j'ai envie de l'utiliser, etc. C'est tout ce travail-là qui va se faire, y compris avec des petites batteries, si on veut augmenter le niveau de l'autoconsommation. Et alors, il y a eu cet été un certain nombre de cas d'incendie dans des maisons équipées de panneaux solaires. C'est des défauts d'installation, ça? Ou alors il y a... Parce qu'évidemment, il y a eu des très fortes chaleurs, des épisodes de canicule. Comment vous réagissez à À ça? ma connaissance, il n'y en a pas eu beaucoup. Non. Particulièrement cet été, la question qui peut se poser, c'est quand il y a des incendies, je dirais, de forêt, ou ça, et qu'il y a des centrales à côté, qu'est-ce qui se passe là? Mais par rapport à ce qui est dit sur... C'est une question d'image aussi qui est liée à ça. C'est avec les craintes qu'on peut avoir. Mais j'allais dire, crainte légitime. L'électricité, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas quelque chose qu'on s'amuse à bricoler tout seul. Donc il faut des spécialistes, et il faut des spécialistes qualifiés. Et nous, c'est quelque chose qu'on demande et sur lequel un syndicat comme État-Plan travaille beaucoup, c'est la qualification et s'assurer que tous les installateurs ont les bonnes qualifications et que, je le dis toujours à tous ceux qui veulent le faire, assurez-vous bien que votre installateur a les bonnes qualifications pour faire ça. Donc il y a des labels, il y a des choses qui sont claires et qui... CALIPV, par exemple, est le label qu'on a mis en place avec un autre syndicat, le CERF, pour que beaucoup d'installateurs là, on pense qu'il faut que tout le monde ait CALIPV ou l'équivalent, ne pas s'assurer à avoir un peu n'importe quoi. CALIPV pour photovoltaïque, évidemment. Donc ce syndicat des professionnels de l'énergie solaire que vous présidez, Enerplan, soutient l'idée d'une réindustrialisation de la France. Vous dites l'idéal, ce serait de viser les 50% de panneaux d'origine européenne pour nos projets. Alors aujourd'hui, on en est très très loin, non? On en est très très loin, mais vous savez, quand il n'y a pas de PPE, quand il n'y a pas d'objectif, on n'aide pas forcément à se dire qu'on va faire des gigafactories en France, alors que d'autres pays européens, eux, ont des programmes qui sont bien visibles. On pourra parler de l'Italie, par exemple, qui se développe très rapidement. Mais les panneaux eux-mêmes, ils sont pas fabriqués en Europe, hein. Ça commence, il y a une grande usine italienne qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme derrière et qu'ils sont en train de faire en Sicile, Enel, une usine de plusieurs gigawatts là-dedans. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que le match n'est pas, pardon de vous interrompre, hein, mais le match n'est pas perdu avec les pays asiatiques et notamment la Chine en la matière. C'est clair que les pays asiatiques ont pris de l'avance. C'est clair aussi qu'on est un grand marché. On prend peut-être du marché global du solaire dans le monde, mais l'Europe est un des secteurs importants qui est devenu
honnêtement moins important dans le Mmh. temps que même la Chine. Plus de 50% des nouvelles centrales se font en Chine. Donc, ça vous donne déjà une idée de ce qui se fait là-bas. Mmh. Mais quand on est, nous, là, on peut le faire parce qu'on peut avoir de la résilience. Ça fait partie des logiques pour permettre progressivement à ces gigafactories, une gigafactory à la taille suffisante Mmh. pour être au niveau de ce que veulent les Chinois. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on ne travaillera pas avec les Chinois parce qu'ils ont pris de l'avance? Peut-être qu'il faudra regarder un peu où est-ce qu'ils en sont actuellement et s'assurer d'avoir des techniques qui soient aussi compétitives avec les leurs. Je vais m'appuyer sur une de vos citations. Le solaire est soumis à 3 codes: environnement, énergie, urbanisme, qui peuvent se contredire entre eux. Il y a de telles couches d'obligations que cela aboutit à des blocages. Il y avait une loi sur la simplification de la vie économique qui était dans les tuyaux. Évidemment, la chute du gouvernement Bayrou la met en suspens. Est-ce que vous est-ce que vous avez perdu tout espoir, ou est-ce que vous dites qu'un jour, parce que moi j'ai l'impression, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, heureusement ou malheureusement, et d'avoir entendu tous les gouvernements nous annoncer un choc de simplification. Bon, est-ce que vous y croyez encore à ça? Alors, on va être un peu ironique, mais chaque fois qu'on nous voit de simplification, on est tout de suite en alerte en disant qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, qui vont Qui va complexifier. compliquer l'affaire. Exactement. Bon. C'est une maladie française, hein, parce que je peux le comparer avec d'autres pays européens. Oui. Pour développer une centrale solaire, on met plus du double de temps de ce qu'on fait en Italie. Et il y a même pour des centrales plus petites, on est à 3 ou 4 fois plus petit. On en perd tout bon sens. Je dirais juste un chiffre. On dit toujours, ça va avoir des panneaux solaires partout. Oui. Actuellement, tout ce qu'on a en France, c'est 0,005% du territoire français En panneau solaire. en panneaux solaires. Donc, Il y a de la marge. Oui, et c'est effectivement Ouais. pas zéro. Mais si je dis chaque année, on a besoin de peut-être 3000 hectares, c'est 30 hectares par département. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu zéro. Mais d'ici à bloquer tout ça et de mettre autant de commissions qui se répètent les unes les autres, qui peuvent se contredire, il y a un moment donné où c'est impossible. Mais c'est le mal français. C'est-à-dire que dès qu'on fait une simplification, on va tout de suite la canaliser de peur qu'il y en a qui en profitent. C'est avant même qu'on ait ça, et hop, on met déjà les barrières pour s'assurer de ça. Et in fine, ça fait toujours des textes qui sont impossibles. Le Parlement est incroyablement créatif dans ce domaine-là, mais on en perd tout bon sens. Je dis, le côté pragmatique de nos voisins, visiblement, n'est pas quelque chose qui existe en France. Donc on a un cumul de lois qui se rajoutent les unes les autres, avec des bonnes volontés, des politiques qui n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut faire de la simplification. C'est même un de leurs dada permanents, simplifions. Ouais. La réalité, c'est que malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui sort. Ouais. Bon, on est toujours en attente de simplification, et en même temps, vous nous dites il nous faut des gigafactories. Est-ce qu'il y a des projets quand même de gigafactories solaires qui avancent? Écoutez, on a deux beaux projets qui sont bien connus, hein, qui sont le projet Carbone et le projet Holosolis, qui sont des projets de gigafactory qui avancent malgré tout, malgré ces OCIT, où la profession est franchement en soutien. Je vois même à titre d'entreprise, je veux dire, la filière les soutient, investit dedans, parce qu'on pense que c'est vrai que si on va une logique, si on va jusqu'au bout de l'indépendance de ce qui peut être fait au niveau de toute une filière énergétique, on a aussi besoin de maîtriser l'énergie et de l'avoir chez nous. Donc ça fait partie effectivement des dossiers importants dans les Donc ce sont années qui des viennent. gigafactories de fabrication de panneaux Exactement. photovoltaïques. Alors, avec une question de compétitivité, forcément. Ça doit être la première obsession par rapport aux concurrents asiatiques et chinois. Il faut de la masse, forcément, pour réussir à être à peu près compétitif. Il faut de la masse. Il leur faudra du temps pour, objectivement, arriver à baisser et être totalement compétitif avec la Chine. Mais s'ils le font avec une masse suffisante et un bon soutien de la filière, en quelques années, ils doivent y arriver. Oui. Vous avez évoqué la question du stockage. Il nous reste 2-3 minutes et je voudrais qu'on en parle. Pourquoi c'est aussi un enjeu majeur pour que cette filière des énergies en général et du photovoltaïque en particulier se développe? Un exemple simple qui permet de faire comprendre à tout le monde, quand en été,
toutes les centrales solaires fonctionnent en plein mois d'août, notamment un 15 août par exemple, qu'il fasse très beau, tout le monde est à la plage, ben, nos centrales, elles produisent. Elles peuvent, entre guillemets, inonder le marché. Et s'il n'y a pas justement un peu de stockage qui est en face et qui permet de lisser toute cette production, on arrive à une surproduction. Et alors, je ne parle même pas des prix négatifs, etc., mais sur l'électricité, on arrive à, effectivement à des aberrations. Plus on va développer le solaire, plus c'est logique de mettre aussi en face du stockage. Et on en a besoin pour le réseau. Parce que ça permet aussi de lisser sur le réseau et de coûter moins cher sur toute la modernisation. Les solutions techniques, elles existent ou alors il faut encore en inventer en matière de stockage? Alors, le stockage, il faut savoir que tous les systèmes de batteries, parce que c'est celle qui se développe le plus vite, ont fait des progrès énormes en peu de temps. Donc, on arrive à des niveaux et à des coûts qui sont tout à fait compatibles et qui rendent le solaire, production plus stockage, tout à fait compétitif. Il nous reste 1 minute 30, un peu moins. Je voudrais quand même qu'on parle de vos projets en Afrique, parce que vous l'avez évoqué, mais très rapidement. C'est un engagement, si je comprends bien, de Général du Solaire. C'est un engagement d'un Général du Solaire, qui, effectivement. Alors, l'engagement, il a deux formes. Il a vraiment de l'engagement par rapport à une association qui s'appelle Puits du désert, et qui, comme son nom l'indique, dans le Sahara, et même dans le haut du Niger, avec les Touaregs, c'est un système de puits qu'on fait un peu partout, avec une pompe pour aller chercher l'eau et surtout des panneaux solaires pour donner l'électricité et qui permet à cette eau de monter. Il y en a déjà une vingtaine qui sont installés et pour être honnête, c'est quelque chose qui marche très bien. Il faut aider ce genre d'associations qui sont proches du terrain et c'est les Touaregs eux-mêmes qui gèrent l'ensemble. Donc c'est un bel exemple. Sinon, dans le reste de l'Afrique, pour voir ça, le gros enjeu, c'est l'électrification rurale. On y travaille avec des mini-grids, mais j'ajouterais, c'est très compliqué. Merci beaucoup, Daniel Bourg, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. C'est Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation avec Jordan de Villaret. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Susti. Vous l'avez créée en novembre 2024. C'est quoi, Susti ? Susti. Susti, c'est une solution qu'on essaie de proposer aux éditeurs de la décoration pour revaloriser, recycler et redonner une deuxième vie à leur matière. Il y a tous les ans à peu près 20% de leurs collections qui sont renouvelées. Donc des stocks très importants parce que des productions qui sont souvent... qui anticipent un certain nombre de besoins, mais qui ne sont pas forcément calés sur la réalité. Et donc, on essaye de leur donner une deuxième vie. Alors, on parle de quoi? De tissus haut de gamme, c'est ça? On parle d'éditeurs, oui, de grandes marques de la décoration, voilà, qui ont depuis toujours travaillé, je dirais, de façon... En partenariat avec les architectes et les grands éditeurs de meubles, mais aujourd'hui, on a des nouvelles contraintes environnementales et voilà, on a un planning jusqu'à 2030 à tenir. On a un DPP qui est un passeport digital à mettre en place sur les produits. On a des réglementations qui leur demandent de changer un petit peu leur mode de production. Ouais. Il y a un gisement très important. Parce que moi, je ne me rends pas compte de ce que ça représente, ces tissus haut de gamme. Là, il est difficile à donner des chiffres très précis. Cela dit, on a déjà la possibilité de se dire qu'on a à peu près, sur chaque marque, à peu près entre 15 et 20 000 mètres de tissu. On ne parle pas de chute de tissu, on parle de rouleau de tissu, donc neuf, prêt à l'emploi. Là, aujourd'hui, on a à peu près 20 marques, déjà 20 grands groupes avec lesquels on a signé. Donc, on peut se donner déjà une petite idée de centaines, de 200, de 300 000 mètres de tissu. À l'échelle d'à peu près d'un marché qu'on a identifié de peu près 60 grands groupes, on pourrait arriver à plus d'1 million de mètres de tissu revalorisés et mis sur le marché. C'est quoi votre modèle économique? À qui vous vous adressez ensuite? On a une marketplace, donc le modèle il est assez simple. Nous, on est metteur sur marché, on ne porte pas les stocks, on ne porte pas la logistique, on est là pour valoriser et mettre en place ces matières. Donc, on va s'appuyer sur la notoriété des marques, on va s'appuyer sur nos prescripteurs qui sont les architectes, les décorateurs, les designers, tous ces grands, je dirais, ces créatifs qui nous permettent à nous de vivre et de revaloriser toutes ces maisons. Oui. Donc, vous mettez en relation les éditeurs, c'est ça? C'est le terme que vous employez, de tissus haut de gamme, et ceux qui vont pouvoir l'utiliser et qui n'avaient pas
dans leur logiciel, en quelque sorte, le fait de pouvoir utiliser les tissus qui étaient plus vraiment proposés sur le marché. Les modes de c'est ça consommation échangent. Oui. On a toutes ces nouvelles contraintes environnementales. Les architectes, notamment dans le tertiaire, tous les cabinets d'archi qui travaillent avec ces grandes foncières ont des nouveaux besoins et surtout de justifier d'un impact environnemental qui est un peu inférieur à celui qu'ils avaient avant. Donc on va leur permettre, grâce à notre modèle, de leur délivrer un certificat d'impact environnemental et de diminuer cette empreinte. Et ça, c'était la première démarche de ce type, parce que c'est pas qu'une marketplace pour vendre du tissu. L'idée principale est quand même d'accompagner cet écosystème et cette industrie vers une consommation un peu plus responsable. Donc on va pas changer les modèles, mais on va essayer de les aider à changer un peu leur façon de concevoir, en leur permettant, dans chaque projet, d'avoir une partie de collection, je dirais, de l'année en cours, et une partie de ces collections qui sont antérieures, mais qui, pas pour autant, ne sont pas dévalorisées par la qualité ni par les produits. Il suffit juste de les assembler et de refaire quelque chose d'aussi bien. Ce qui me surprend, c'est on est un peu dans la même logique que la mode. Tout à fait. C'est vraiment ça, quoi. Ben, j'ai le droit de parler de mon modèle et celui sur lequel je me suis appuyée. Oui, allez-y. En 2020, un grand groupe, pour ne pas citer LVMH, avait monté un modèle similaire, Nona Source, justement pour revendre les matières de la haute couture, donc les surplus de matières de la haute couture du groupe. Aujourd'hui, c'est un modèle qui a fait ses preuves, qui fonctionne très bien, qui a des résultats très positifs. Et Nona Source m'a inspirée. Et venant moi-même d'un univers de la décoration, j'ai fait une étude de marché sur mon univers. Alors, j'étais en agence de communication à l'époque, mais voilà, je me suis interrogée sur toutes ces pratiques. J'ai été voir les maisons une par une et je me suis dit, OK, on a un vrai marché. On ne parle pas d'un épiphénomène, on parle de contraintes, de marché, de quantité et je dirais, de personnes qui ont besoin aussi de changer et leur mode de production et leur mode de consommation. Donc, on répondait complètement à des attentes. Merci beaucoup, Jordan de Villaret, d'être venu nous présenter Susti et bon vent à votre entreprise. Voilà. Avec une ambition quand même, de devenir la marketplace circulaire de la décoration. Et ben voilà, c'est placé. Merci beaucoup. Merci Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.